L'observatoire gelé n'était pas censé être là. En 2018, une étude climatique multinationale a envoyé un avion équipé d'un radar au-dessus du nord du Groenland afin de cartographier l'épaisseur de la glace et les contours du substrat rocheux pour mettre à jour les modèles du niveau de la mer. La mission était routinière, l'équipement était standard. Le flux de données a d'abord montré ce à quoi tout le monde s'attendait. Des couches de neige compressées, des pentes souterraines lisses, des vallées enfouies occasionnelles, creusées par des rivières disparues depuis longtemps. Puis l'opérateur a vu le reflet. Il est apparu sur son écran sous la forme d'un segment de ligne brillante, là où il aurait dû y avoir une diffusion diffuse. Nette, propre. Une surface plane, enfouie à près de 800 mètres sous la glace. Les retours se sont poursuivis pendant plusieurs balayages, dessinant les contours de quelque chose de géométrique. Pas un affleurement rocheux, pas une crevasse, une structure. Il a marqué les coordonnées, il a noté l'anomalie pour une analyse ultérieure. L'équipe a terminé le plan de vol et est retournée à la base. Cette nuit-là, dans un laboratoire temporaire, installé dans un module préfabriqué, ils ont traité les données brutes. Ils ont filtré le bruit. Ils ont construit des modèles tridimensionnels. La forme est apparue. Un anneau. Pas tout à fait parfait, mais presque. D'environ 70 mètres de diamètre. La section radar suggérait des éléments verticaux, s'élevant de l'anneau à intervalles réguliers. Des piliers ou des protubérances ressemblant à des antennes. À l'intérieur de l'anneau, une masse centrale réfléchissait plus fortement que la structure environnante. L'ensemble était encastré dans un socle rocheux, sculpté à plat, comme une fondation, puis recouvert de glace, depuis des siècles. Les glaciologues murmuraient à propos de formations rocheuses inhabituelles. Intrusion basaltique, érosion glaciaire. L'ingénieur radar secoua la tête. Les processus naturels ne produisaient pas une telle symétrie, pas à cette échelle, pas avec des angles aussi précis. Il fit pivoter le modèle, le regarda sous différents angles. Une orientation lui donna la chair de poule. L'anneau était incliné. Pas de manière arbitraire, pas au hasard. L'axe d'inclinaison coupait le ciel dans une direction très précise. Il superposa le repère de coordonnées locales, calcula l'azimut et l'élévation vers lesquelles la structure pointerait si elle était exposée. Puis, par habitude, il traduisit cela en coordonnées célestes. Ascension droite, déclinaison. Les chiffres correspondaient à un secteur du ciel qu'il n'avait vu qu'une seule fois auparavant. Dans un briefing classifié sur un objet interstellaire avec une orbite de longue période. Une comète cataloguée sous le nom de 3I/Atlas. Il ne dit rien cette nuit-là. Le lendemain, il rassembla les données traitées et les envoya par des canaux sécurisés à son institution d'origine, avec un objet banal indiquant que des réflexions anormales nécessitaient une modélisation glaciologique plus approfondie. Il a ajouté une deuxième note à un autre destinataire, en utilisant un canal réservé aux anomalies liées à la défense. En moins de 48 heures, des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées sont arrivées au camp. Ils étaient polis, professionnels. Ils ont demandé les journaux de vol, les fichiers radar bruts, les modèles traités. Ils ont demandé à l'équipe de classer l'anomalie comme un artefact probable dans leur rapport public et d'éviter d'attirer l'attention sur cette région dans les cartes publiées jusqu'à ce qu'une compréhension plus complète puisse être atteinte. La plupart des scientifiques ont accepté cette explication.
Les artefacts existaient. Les équipements avaient des dysfonctionnements. Mieux valait être prudent que de publier quelque chose qui ne pouvait être expliqué. L'ingénieur radar était moins sûr, mais il a signé les documents de non-divulgation et a gardé ses doutes pour lui. De retour en Europe, les données ont été introduites dans des systèmes plus puissants. Un logiciel de modélisation souterraine a reconstruit la structure en haute résolution. L'anneau n'était pas uniforme. Il comportait des segments épaissis, espacés de manière régulière, comme des supports ou des points de fixation. Les éléments verticaux s'élevaient à des hauteurs légèrement variables, formant un motif qui, lorsqu'il était projeté dans le ciel, traçait un éventail centré sur le même secteur étroit, associé à 3i/Atlas. Quelqu'un dans la pièce a fait le rapprochement à voix haute. « Ce n'est pas aléatoire, dit-elle. Cela indique la trajectoire de la comète. » La question qui se posait alors était simple et troublante. Quelqu'un était-il au courant de cela auparavant? Un analyste junior fut chargé de passer au crible les archives historiques à la recherche de toute mention d'activité inhabituelle près de ces coordonnées. Images satellites, ancien vol de reconnaissance militaire. Il ne trouva presque rien. La région était isolée, ennuyeuse, survolée par des capteurs à faible résolution qui lissaient les détails. Ce qu'il a trouvé, enfoui dans un document numérisé datant de 1944, lui a serré le cœur. Il s'agissait d'un fragment d'une carte de reconnaissance allemande du Groenland, capturée par les forces alliées vers la fin de la guerre. La plupart des annotations concernaient des fjords, des mouillages potentiels pour sous-marins et des stations météorologiques. Mais sur la partie intérieure, loin de la côte, quelqu'un avait entouré un point et écrit un seul mot. Écho. À côté, d'une autre main, figurait une série de chiffres qui, une fois convertis à partir de l'ancien format, correspondaient aux coordonnées modernes de l'anomalie radar à 1 kilomètre près. Il a creusé davantage. Il a trouvé des transcriptions partielles d'interrogatoires d'opérateurs radio allemands capturés sur des navires arctiques. Dans l'un d'eux, un opérateur décrivait des réflexions étranges et des signaux fixes captés lors d'essais à longue portée dirigés vers la région polaire. Il mentionnait des ordres venus d'en haut de consigner toutes les impulsions récurrentes et de les transmettre à un groupe de recherche à Munich. Au début, le nom du groupe de recherche ne disait rien à l'analyste. En faisant des recherches croisées, il trouva un lien avec un projet dont le titre comportait un seul mot allemand: résonance. Il demanda à avoir accès à des fichiers supplémentaires. Sa demande fut rejetée, signalée. En moins d'une journée, il fut réaffecté à une autre affaire. L'anomalie fut transférée à un autre département. Un département qui ne partageait pas ses rapports. Quelques mois plus tard, une réunion à huis clos s'est tenue dans une salle sécurisée, sans fenêtre. Sur l'écran à l'avant de la salle, l'observatoire gelé tournait en rendu tridimensionnel. L'anneau, les éléments verticaux, la masse centrale. Des lignes s'étendaient de l'axe apparent de la structure vers un champ d'étoiles, croisant un couloir étroit que 3i/Atlas traversait à chaque fois qu'il plongeait dans le système interne. Un homme âgé, aux cheveux presque blancs, penché en avant, avait passé sa carrière à observer la comète, à suivre ses pulsations étranges, à compiler une liste croissante de lieux sur Terre où des chambres souterraines et des cartes gravées semblaient anticiper sa trajectoire. « Encore le Groenland, dit-il. » Il fit référence, sans la nommer,
à la chambre d'écho découverte en 1943. Celle située sous la glace, où une équipe allemande avait réveillé un sol qui brillait à la fréquence de la comète. Il fit référence, de manière plus indirecte, aux murmures sismiques enregistrés lors du dernier passage de 3I/Atlas, qui provenaient non pas des plaques tectoniques, mais de points fixes sous la glace épaisse. Cela correspond au schéma, dit-il, des nœuds à des latitudes élevées, orientés le long de la trajectoire, réagissant lorsque la comète franchit certaines distances. La question centrale fut débattue à voix basse. La structure avait-elle été construite par les Allemands pendant la guerre, guidée par une compréhension partielle d'un signal qu'ils avaient commencé à détecter? Ou avaient-ils, comme d'autres, simplement trouvé quelque chose de plus ancien, quelque chose qui attendait sous la glace, bien avant que les radios humaines ne diffusent le nom du Wanderer dans des tubes à vide rudimentaires? Les données radar contredisaient l'hypothèse d'une construction récente. Le socle rocheux, sous l'observatoire, ne présentait aucun signe de perturbation compatible avec une exploitation ou une excavation à l'échelle humaine. Les couches de glace au-dessus, comptées d'après leur signature chimique distincte, suggéraient que la structure était en place depuis des dizaines de milliers d'années. L'anneau était là pendant le dernier maximum glaciaire, pendant l'essor de l'agriculture, pendant tous les empires dont l'histoire écrite ne représentait qu'une fraction du temps, pendant lequel la glace l'avait recouvert. Quelqu'un suggéra à nouveau une formation naturelle, une coïncidence rare, un coup de chance. L'homme plus âgé secoua la tête. La nature ne dispose pas d'antenne le long de la trajectoire d'un objet interstellaire spécifique, dit-il. Personne ne le contredit. Il ne pouvait pas creuser. Pas encore. Forer, à travers 800 mètres de glace à cet endroit, nécessiterait une opération visible par le public. Trop de nations surveillaient désormais le Groenland. Préoccupations climatiques, intérêts territoriaux. Tout projet d'envergure attirait les satellites et les journalistes. Ils choisirent donc une autre approche. Ils écoutèrent. Une petite station autonome fut déployée à plusieurs kilomètres de là, suffisamment proche pour accueillir des instruments sensibles, mais suffisamment loin pour passer pour un autre moniteur climatique. Elle transportait des magnétomètres, des sismomètres et des récepteurs radio passifs enfouis dans des forages réalisés avec un minimum de perturbations. Tous les capteurs étaient réglés dans le logiciel pour filtrer les sources terrestres et solaires connues et mettre en évidence tout signal correspondant au profil spectral de 3I/Atlas. Pendant des mois, la station n'a rien enregistré d'autre que le murmure habituel de la planète. Puis, pendant une période où la comète, loin au-delà de Neptune, a traversé un angle de phase spécifique par rapport à la Terre, le récepteur radio a enregistré une impulsion. Elle était faible, bande étroite, provenant de la direction de l'anomalie. L'impulsion s'est répétée 13 fois à intervalles précis, puis s'est arrêtée. Le sismomètre a enregistré une vibration correspondante une fraction de seconde après chaque impulsion radio, comme si quelque chose dans le substrat rocheux avait fléchi. Le motif ne correspondait à aucun protocole de communication connu. Il correspondait, avec une précision inquiétante, à une séquence enregistrée des décennies plus tôt dans une chambre sous la roche antarctique, lorsqu'un anneau avait réagi au passage du même objet dans un autre secteur du ciel. L'observatoire gelé avait parlé. Les données furent stockées, analysées,
comparé à des modèles dérivés des anciennes équations de résonance de Werner Eisner. Les correspondances étaient bonnes, trop bonnes. Quelqu'un dans la pièce fit la blague que la comète et les anneaux de glace avaient de meilleurs modèles prédictifs l'un pour l'autre que les humains n'en avaient pour leur propre climat. Personne ne rit. Il n'y avait toujours pas de plan d'excavation, aucun moyen d'exposer l'anneau sans attirer l'attention. Mais l'existence de l'observatoire a changé la façon dont certaines personnes voyaient la situation dans son ensemble. Il ne s'agissait plus seulement de chambres éparpillées et de cartes sculptées. C'était du matériel, imposant, précis, aligné avec un couloir invisible à travers l'espace que 3i/Atlas traçait comme une aiguille à travers un motif tissé. Dans un rapport qui ne serait jamais publié, l'homme plus âgé a écrit une ligne qui résumait la signification de l'observatoire gelé. « Nous ne nous contentons pas d'observer une comète », a-t-il écrit. « Nous nous trouvons à l'intérieur d'un instrument construit pour faire de même. Et chaque fois que nous découvrons un autre morceau enfoui, nous sommes un peu moins certains d'être ceux qui ont commencé l'observation. » En 2021, une post-doctorante, en visite dans un centre de recherche polaire danois, s'est vue confier un projet parallèle dont personne d'autre ne voulait. Son travail principal consistait à analyser des carottes de glace, des isotopes stables, les températures passées, une science sûre et financée. Le projet parallèle consistait en une pile de disques durs et d'imprimés étiquetés provenant de diverses campagnes radars menées au Groenland au cours des 30 dernières années. La tâche officielle était le contrôle qualité. Rechercher les erreurs d'étalonnage, signaler les résultats anormaux qui pourraient défausser les estimations d'épaisseur. Elle a traité cela comme un puzzle. Au cours de sa 2e semaine, elle a trouvé l'anomalie. Une ancienne ligne de vol datant de 1999 montrait un réflecteur plat, faible, mais distinct, à presque la même profondeur et au même endroit que l'observatoire gelé de 2018. La résolution était moins bonne. Les instruments étaient plus anciens, mais la forme était là, un anneau partiel. Le rapport de cette campagne comportait une brève note dans la marge. Possible lentille de fonte basale. À vérifier, ultérieurement. Personne n'avait vérifié. Elle a commencé à extraire tous les ensembles de données qui traversaient ces coordonnées. 2005, 2011, 2018. L'anomalie persistait dans chacun d'eux, de légers changements dans la réflectivité apparente, de légères différences dans l'orientation modélisée à mesure que la glace au-dessus se déformait lentement. Mais la structure centrale restait la même. Elle a fait quelque chose qu'aucune des équipes précédentes n'avait fait. Elle a tracé les petits changements d'orientation au fil du temps. Elle a traité l'anneau non pas comme un objet fixe, mais comme un instrument monté dans un milieu visqueux. Les minuscules inclinaisons et rotations, une fois représentées graphiquement, formaient une courbe qui ne correspondait pas au seul modèle d'écoulement de la glace. Il y avait un autre élément, un ajustement périodique subtil, qui n'était pas lié à la température ou à l'accumulation, mais à la position changeante de 3i/Atlas le long de son orbite lointaine. Chaque fois que la comète passait par un ensemble spécifique de relations angulaires avec la Terre et les planètes extérieures, l'anneau sous le Groenland se déplaçait de quelques fractions de degrés. Trop petit pour être perceptible. Trop petit pour avoir une importance en glaciologie. Mais suffisamment grand pour apparaître dans les mesures d'alignement radar minutieuses si quelqu'un prenait la peine
de comparer les époques. Elle remplit un cahier de gribouillis, des flèches, des graphiques. En haut d'une page, elle écrivit, en anglais sans raison apparente, « Il suit ». Elle alla voir son supérieur. Il l'écouta. Il acquiesça. Il reconnut que l'anomalie était intéressante. Il suggéra des explications possibles. Une dérive des instruments. Erreur d'attitude de l'avion de reconnaissance. Biais systématique. Il loua sa minutie. Il lui dit de rédiger les aspects glaciologiques et de laisser de côté les corrélations avec les comètes, qui, dit-il gentiment, semblait être le genre de choses qui pouvait faire rejeter un travail par ailleurs solide. Parfois, le monde est simplement désordonné, dit-il. Tout n'est pas lié. Elle sourit, acquiesça et quitta son bureau. Ce soir-là, elle retourna seule au laboratoire. Sur son terminal, elle superposa le pointage modélisé de l'anneau sur la trajectoire projetée de 3i/Atlas pour les 50 prochaines années. Les points d'intersection s'alignaient comme une séquence temporelle. L'anneau s'alignerait le plus précisément avec la trajectoire de la comète, non pas lors de son approche physique la plus proche, mais lorsqu'il croiserait certains angles de résonance avec Jupiter et Saturne. Elle se plongea dans la littérature. Elle trouva des articles expliquant comment ces mêmes angles de résonance modulaient les étranges émissions radio déjà associées à la comète. Nichée dans les références se trouvait une équation non attribuée dont la structure correspondait à des fragments d'anciens travaux de Werner Heissner qu'elle avait vus une fois lors d'une conférence sur les pionniers oubliés. Cela ressemblait de moins en moins à une coïncidence. Ces journaux d'accès se remplissaient de requêtes signalées, de vieilles cartes allemandes, des rapports de guerre déclassifiés, des mémos internes provenant de missions satellitaires qui n'étaient pas, officiellement, censées être accessibles depuis un terminal civil. Un soir, sa session de connexion a été brusquement interrompue. Le lendemain matin, son badge ne fonctionnait plus à la porte principale. Les agents de sécurité l'ont accueilli avec des sourires gênés et un email imprimé. Il y avait eu, dirent-ils, un problème administratif avec les niveaux d'accès. Son contrat n'était pas remis en question. Son projet principal se poursuivait, mais certaines archives étaient soumises à de nouvelles restrictions. Temporairement, rien d'inquiétant. Ils l'accompagnèrent dans un autre bureau, plus petit, sans connexion réseau externe. Elle comprit le message. Elle termina son article sur les carottes de glace dans les délais prévus. Elle le présenta lors d'une conférence. Elle accepta les applaudissements polis et les questions rituelles. Entre les sessions, elle trouva un coin tranquille et ouvrit un ordinateur portable personnel qui n'était jamais connecté au réseau du centre. Elle y avait copié ses analyses radar, les graphiques d'orientation, les orbites superposées, la note qui disait « Il suit ». Elle compressa les fichiers, les crypta, les envoya à une poignée de destinataires en qui elle avait confiance dans différents pays. Des personnes qui travaillaient sur la dynamique des comètes, sur les anomalies radio, sur des réseaux à moitié reconnus. Son email disait simplement « Vous aimez les corrélations étranges. En voici une. Si je me trompe, dites-moi pourquoi. Si j'ai raison, nous devons discuter de la raison pour laquelle il y a un anneau de 70 mètres sous le Groenland qui tourne lentement vers 3i/Atlas chaque fois qu'il chante. » Elle n'a reçu que 2 réponses. L'une était une seule ligne d'un astronome chilien. Supprimez cela de tous les serveurs que vous contrôlez.
écrivait-il. Puis appelez-moi. Pas depuis votre lieu de travail. L'autre réponse provenait d'un glaciologue plus âgé au Canada. J'ai vu quelque chose de similaire dans les années 80, écrivait-il. Des données différentes. La même impression. On m'a dit que c'était un artefact instrumental. Je les ai crus jusqu'à ce que je voie vos graphiques. Si cet anneau fait partie d'un système, alors nos calottes glaciaires ne sont pas seulement des archives climatiques, elles sont les enveloppes de machines plus anciennes que nos langues. Elle n'a jamais eu l'occasion de donner suite en personne. Le financement de son poste n'a pas été renouvelé. Officiellement, il s'agissait de coupes budgétaires, d'une restructuration, d'un changement de priorité. Officieusement, un collègue lui a chuchoté dans un couloir que son nom avait commencé à apparaître dans des briefings, bien au-dessus de leur niveau hiérarchique, associés à des expressions telles que anomalie du Groenland, matériel informatique obsolète et structure liée aux comètes. Elle est rentrée chez elle. Elle a accepté un poste d'enseignante. Elle souriait quand les étudiants lui posaient des questions sur le travail de terrain. Elle leur montrait des diapositives de foreuses et de fosses à neige. Elle omettait les images radar d'un anneau dans les profondeurs et la façon dont son inclinaison lente et patiente correspondait à la trajectoire d'une comète dans un ciel que les humains s'obstinaient à qualifier de vide. Tard dans la nuit, lorsque la maison était calme, elle ouvrait parfois son cahier et passait son doigt sur la courbe qu'elle avait dessinée. Celle qui montrait l'axe de l'anneau et 3I/Atlas se croisant encore et encore, dans une danse mesurée en décennies. Au cours d'une de ces nuits, elle ajouta une nouvelle ligne au bas de la page. « S'il s'agit d'observatoires, écrivit-elle, alors quelqu'un les a construits pour observer quelque chose de précis. Nous continuons à supposer que ce quelque chose est la comète. Mais que se passerait-il si 3I/Atlas n'était que le messager, et que le véritable événement était ce que ces anneaux attendent de voir arriver derrière lui ?